La neige tombait comme jugement à travers les collines du Connecticut, et Garrick Vance savait qu'il était sur le point de tout perdre ce qui comptait. Debout derrière le comptoir du restaurant Le Côté Positif, The Silver Lining Diner, Garrick regardait la notification d'expulsion dans ses mains usées. 7 jours. C'est tout le temps qu'il lui restait avant que la banque ne saisisse la seule maison que sa fille de 8 ans ait jamais connue. Dehors, le blizzard du siècle faisait rage avec une fureur que les météorologues appelaient la mort blanche, ensevelissant l'autoroute 9 sous des montagnes de neige qui ressemblaient à des tombes fraîches dans la lumière mourante. À 52 ans, Garrick avait le genre de force tranquille qui venait d'années de matin tôt et de nuit tardive. Son gilet matelassé vert olive porté sur une chemise en flanelle marron qui avait vu de meilleures décennies. Ses mains, cicatrisées par d'innombrables heures de grillade et de nettoyage, tremblaient légèrement alors qu'il comptait ses derniers actifs. 47,32 $. Pas assez pour garder les lumières allumées, pas assez pour sauver l'avenir de sa fille. Le restaurant était vide, sauf pour les fantômes des meilleurs temps. Des banquettes en vinyle rouge qui accueillaient autrefois des vendeurs itinérants et des camionneurs, une cafetière qui gargouillait sa dernière chanson solitaire, et des fenêtres qui encadraient maintenant un monde disparaissant sous l'assaut blanc de la nature. Le système de chauffage sifflait comme un animal mourant, menant une bataille qu'il ne pouvait gagner contre le froid de la montagne. Garrick se déplaçait lentement dans son domaine, chaque pas résonnant sur les planchers de linoléum usé. La banquette numéro 3 portait encore le petit cœur que sa fille avait sculpté sur le bord de la table à Noël dernier, à l'époque où il pensait qu'ils auraient l'éternité dans cet endroit. Maintenant, avec le courant qui vacillait au-dessus et le vent qui faisait claquer les fenêtres comme des doigts squelettiques, l'éternité semblait un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Il tendait la main vers l'interrupteur, prêt à se rendre, prêt à abandonner. Quand le son le rejoignit à travers la tempête, un grondement sourd qui traversa le vent hurlant comme un tonnerre lointain. Au début, il pensa que ce pourrait être une déneigeuse, mais le son était différent. Rythmique, désespéré, comme des battements de cœur faits d'acier et de détermination. Garrick pressa son visage contre la fenêtre givrée, plissant les yeux à travers les couches de neige soufflées. Lentement, des formes commencèrent à émerger du vide blanc. Des phares de multiples ensembles, coupant à travers l'obscurité comme des étoiles tombées. Mais ce n'étaient pas des voitures ou des camions. Alors qu'il s'approchait, Garrick put voir les silhouettes distinctives. Un grand bus penchant lourdement d'un côté, de la fumée s'élevant de son compartiment moteur. Le véhicule s'immobilisa dans son parking, ses clignotants d'urgence peignant la neige en pulsations rouges urgentes. À travers la tempête, Garrick regarda la porte s'ouvrir et des figures commencèrent à en sortir. De jeunes femmes, 15 d'entre elles, émitouflées dans de lourds manteaux d'hiver et se déplaçant avec la désespérance prudente de personnes qui venaient de survivre à quelque chose de terrible. La première à atteindre sa porte était une femme blonde vêtue d'une parka vert olive avec une bordure en fourrure. Son visage était rougi par le froid et ses yeux contenaient le genre d'intelligence tranquille qui suggérait qu'elle était habituée à résoudre des problèmes, non à en devenir. Derrière elle vint une autre jeune femme aux cheveux bouclés foncés et un pull en tricot torsadé blanc, son expression plus réservée, mais tout aussi reconnaissante alors qu'elle regardait à travers la vitre. 3 coups doux résonnèrent dans le restaurant vide. Respectueux, urgent, plein d'espoir, Garrick regarda les 47 $ sur son comptoir, puis la notification de saisie qui détruirait le monde de sa fille, puis les 15 jeunes visages pressés contre ses fenêtres. La voix de sa défunte femme murmura dans sa mémoire. « Nous serons une lumière pour les voyageurs, Garrick. Une maison loin de la maison. » Il marcha vers la porte et tourna le verrou. Ce que Garrick ne savait pas, ce qu'il ne pouvait pas savoir en ouvrant son cœur et son restaurant à ces étrangers glacés, c'était qu'il venait de prendre une décision qui changerait tout. Parce que parfois,
Quand il ne vous reste rien à donner sauf la gentillesse, l'univers trouve un moyen de rendre de manière qui défie l'imagination. Abonnez-vous pour voir comment cela se déroule et commentez d'où vous regardez. J'adorerais vous dire bonjour juste pour savoir jusqu'où notre histoire va. Au moment où Garrick ouvrit la porte, la pleine fureur de la mort blanche le frappa comme un coup physique. La neige tourbillonna dans le restaurant et la température chuta de 20 degrés en quelques secondes. La jeune femme debout sur son seuil était couverte de glace de la tête aux pieds, sa parka vert olive gelée, ses cheveux blondes blanches de givre, mais elle n'était pas sur le pénément. Derrière elle, 14 autres figures émergèrent du bus estropié, se déplaçant comme des survivants d'un naufrage. Elles étaient toutes de jeunes femmes, d'âge universitaire, se blottissant les unes contre les autres, contre la tempête, qui avait transformé leur voyage de recherche en une lutte pour la survie. La vapeur s'élevait de leur souffle en nuages fantomatiques, alors qu'elles trébuchaient vers la chaleur du restaurant, leurs bottes de designer glissant sur la glace qui s'était formée plus vite que la nature ne devrait le permettre. « S'il vous plaît, » dit la femme blonde, sa voix à peine audible, au-dessus du vent hurlant. « Notre bus est tombé en panne à environ 1 mile d'ici. Nous marchons depuis 1 heure. » Garrick s'écarta sans hésitation. « Entrez, vous tous. » Elles entrèrent une par une. 15 jeunes femmes qui semblaient avoir été sculptées dans la glace et le désespoir. Des étudiantes en master, réalisa-t-il, notant leur équipement d'hiver coûteux et la façon dont elles se comportaient avec la confiance des gens habitués à avoir des réponses. Leur leader, la blonde à la parka, avait des yeux qui contenaient une intelligence tranquille et quelque chose d'autre. Une profondeur qui suggérait qu'elle était habituée à observer plus qu'elle ne révélait. La femme aux cheveux foncés, dans le pull en tricot torsadé blanc, se déplaçait avec une précision prudente. Son regard scrutait chaque détail du restaurant comme si elle le cataloguait pour un but invisible. D'autres suivirent, une rousse avec des lunettes à monture métallique qui serrait un sac imperméable, comme s'il contenait des secrets nationaux. Une femme asiatique dont le calme suggérait une formation médicale. Une petite brune dont les vêtements de designer ne pouvaient cacher les tremblements de ses mains. « Je suis Kay », dit la blonde une fois qu'elles furent toutes à l'intérieur, tirant son capuchon doublé de fourrure en arrière. « Nous sommes de l'Institut de recherche supérieure de l'Université Columbia. Nous revenions d'une étude climatique dans le Vermont quand la tempête a frappé. » Garrick hocha la tête, se déplaçant déjà derrière le comptoir. « Garrick Vance, ceci est le côté positif. Trouvez des sièges où vous pouvez. Je vais préparer le café. » Alors que les femmes s'installaient dans les banquettes en vinyle rouge, secouant la glace de leurs cheveux et retirant leurs gants gelés, Garrick examina sa situation avec une anxiété croissante. 15 invités inattendus, un congélateur vide et exactement 47 $ pour travailler. Il avait prévu d'utiliser cet argent pour un dernier repas avec sa fille avant d'admettre la défaite. Peut-être conduire en ville pour des provisions qui leur dureraient la dernière semaine avant que la banque ne vienne. Maintenant, et en regardant ces jeunes femmes à moitié gelées, il fit un choix différent. La cafetière gargouilla pour démarrer, remplissant le restaurant de l'arôme riche qui avait autrefois attiré les voyageurs de kilomètres à la ronde. Garrick se déplaça dans sa cuisine avec une efficacité rodée, faisant l'inventaire de ce qu'il restait de peu. Les œufs étaient partis depuis longtemps, le bacon, un souvenir, les pommes de terre rissolées, rien qu'un sac vide dans le congélateur. Mais dans l'arrière-salle de rangement, il trouva des trésors qu'il avait oubliés. 3 boîtes de soupe aux légumes, un demi-pain de la veille et un petit contenant de beurre qui n'avait pas tout à fait expiré. Ce n'était pas grand-chose, mais cela devrait être tout. La femme aux cheveux foncés, Sloane, s'était présentée, le regardait travailler avec des yeux curieux. « Vous n'avez pas à nous nourrir, » dit-elle doucement. « Nous avons des barres énergétiques dans nos sacs. » Garrick sourit, l'expression transformant son visage buriné. « Les barres énergétiques ne vous réchaufferont pas de l'intérieur. De plus,
C'est ce que nous faisons ici. Nous prenons soin des gens. Il chauffa la soupe lentement, l'allongeant avec de l'eau et ce qui restait de son étagère à épices. Le pain alla dans le grille-pain, tranche par tranche précieuse, ressortant dorée et parfumée. Ce n'était pas le festin que ces jeunes femmes attendaient probablement dans leur restaurant habituel de Manhattan, mais c'était de la nourriture honnête faite avec des mains honnêtes. Tandis qu'ils servaient le repas improvisé, versant la soupe dans des bols dépareillés et coupant le pain grillé en triangles comme sa femme avait l'habitude de le faire, Garrick ressentit quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis des mois. Un but, les femmes mangèrent avec reconnaissance, leur conversation devenant plus chaleureuse à mesure que le sentiment revenait à leurs doigts et à leur visage. Puis les lumières vacillèrent. Le restaurant plongea dans l'obscurité pendant 3 battements de cœur avant que le générateur de secours ne s'enclenche, baignant tout d'une faible lumière ambrée. Le système de chauffage émit un grognement mécanique qui ne semblait pas prometteur, et plusieurs des femmes levèrent les yeux nerveusement. « C'est bon », dit Garrick, bien qu'il n'en fût pas entièrement sûr lui-même. Vieux bâtiment, vieux système. Ils ont résisté à de pires tempêtes que celle-ci. Dans la lumière plus douce, l'atmosphère devint plus intime. Les conversations qui avaient commencé comme des échanges polis entre étrangers s'approfondirent en quelque chose de plus personnel. La rousse à lunettes, Dr. Sarah Chun, une chercheuse en climatologie, parla des données qu'elles avaient collectées, comment cette tempête représentait des schémas qui ne devraient pas exister avant une autre décennie. Kay écouta attentivement, posant occasionnellement des questions qui révélaient une compréhension sophistiquée de la météorologie et de la science de l'environnement. Quand elle parla de leurs recherches, sa voix portait la passion de quelqu'un qui voyait la science non pas comme un exercice académique, mais comme un outil pour sauver le monde. Nous essayons de comprendre les points de basculement, expliqua-t-elle à Garrick alors qu'il remplissait sa tasse de café. Les moments où les systèmes climatiques changent de façon permanente. Cette tempête, c'est comme un aperçu de ce qui s'en vient. Garrick se retrouva à leur raconter l'histoire du côté positif. Comment lui et sa défunte femme Margaret avaient acheté l'endroit il y a 15 ans, avec le rêve de créer quelque chose de spécial. Elle a toujours dit que nous serions un phare, dit-il, sa voix douce de souvenir. Un endroit où les voyageurs pourraient trouver chaleur et espoir, peu importe l'obscurité de la nuit. Sloane se pencha en avant. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Cancer. Il y a 2 ans, les mots venaient encore difficilement, mais d'une manière ou d'une autre, dans le restaurant éclairé à l'ambre avec la neige hurlant dehors, partager le chagrin semblait naturel. Elle s'est battue pendant 3 ans, ne s'est jamais plainte, pas une seule fois. Même à la fin, elle planifiait des améliorations pour cet endroit. Les jeunes femmes écoutèrent avec le silence respectueux de personnes qui comprenaient la perte. Plusieurs hochèrent la tête avec une reconnaissance qui parlait de leurs propres expériences avec la mortalité et le chagrin. « Elle semble être une femme incroyable, » dit Kay doucement. « Elle l'était, elle aurait adoré ceci. Vous avoir tous ici, partager des histoires, vous tenir au chaud les uns les autres. » Garrick fit une pause, regardant autour du restaurant qui était devenu à la fois son sanctuaire et son fardeau. Elle a toujours cru que la gentillesse était un investissement qui rapportait des dividendes de manières imprévisibles. Dr. Chun ajusta ses lunettes. « Et maintenant, êtes-vous toujours capable de faire fonctionner le restaurant? » La question resta en suspens dans l'air comme de la fumée. Garrick envisagea de mentir, de maintenir la fiction que tout allait bien. Mais quelque chose chez ces femmes, leur intelligence, leur compassion évidente, rendait la tromperie impossible. 7 jours, dit-il finalement, c'est ce qu'il me reste avant que la banque ne saisisse Bourbon. La confession sembla déplacer quelque chose dans la pièce. Plusieurs des femmes échangèrent des regards, et l'expression de Kay devint plus concentrée, plus calculatrice. Elle fouilla dans sa parka et sortit son téléphone, fronçant les sourcils devant l'écran. « Pas de signal, murmura-t-elle, puis leva les yeux. « Avez-vous Internet par satellite ici? » Derek secoua la tête. « J'ai perdu ça il y a 3 mois. Je n'ai pas pu me permettre de le garder. »
Kay se leva et se dirigea vers les fenêtres, tenant son téléphone vers la tempête. Pendant un moment, l'écran vacilla avec des barres de connectivité avant de s'éteindre à nouveau. Mais c'était suffisant. Ses doigts se déplacèrent rapidement sur le clavier, tapant un message qui disparut dans l'éther numérique avant que le signal ne meure complètement. Elle retourna à sa place sans explication. Mais Garrick remarqua le petit sourire satisfait qui jouait au coin de sa bouche. Sloan capta l'expression aussi, haussant un sourcil en question silencieuse, à laquelle Kay répondit par un hochement de tête presque imperceptible. Dehors, la mort blanche continua son assaut, transformant le monde en quelque chose d'étranger et de beau. Mais à l'intérieur du côté positif, 15 étrangers étaient devenus quelque chose de plus. Une famille temporaire liée par la chaleur, les histoires partagées et le genre de connexion humaine qui faisait de la survie une victoire. Aucune d'elles ne savait que le matin, tout changerait. Aucune d'elles ne soupçonnait que le bref message texte de Kay, envoyé dans la tempête avec une prière et un signal satellite, mettrait en mouvement des événements qui transformeraient non seulement la vie de Garrick, mais le destin même du côté positif. Alors que la nuit s'épaississait et que la tempête faisait rage, ils s'assirent simplement ensemble dans la lumière ambrée. Des étrangers qui s'étaient trouvés dans l'obscurité, partageant le reste de la soupe et le début de ce qui deviendrait un lien incassable. Alors que la nuit avançait, les conversations devinrent plus profondes, plus personnelles. Garrick se retrouva à parler avec Maria, l'une des jeunes chercheuses, qui avait discrètement siroté son café en regardant la tempête. Elle avait le genre d'énergie nerveuse qui parlait d'une inquiétude au-delà de la crise immédiate. « Mon père a fait 3 séjours en Afghanistan, dit-elle soudainement, sa voix à peine audible au-dessus du vent. Il m'a toujours dit que le plus difficile n'était pas le combat. C'était de rentrer à la maison et d'essayer de comprendre comment être à nouveau un père, comment subvenir aux besoins. Comment nous protéger d'un monde qui semblait soudainement tellement plus dangereux que quand il est parti? » Garrick hocha la tête, la compréhension l'envahissant. Le poids ne s'allège jamais, n'est-ce pas? Cette responsabilité. Il a 2 emplois maintenant pour essayer de me faire faire des études supérieures. Refuse de me laisser prendre plus de prêts. Dit qu'il ne veut pas que sa fille commence sa vie enterrée sous les dettes. Les yeux de Maria brillèrent. Je n'arrête pas de lui dire que je peux gérer ça. Mais il sourit juste et dit « C'est ce que font les papas, Mija. Nous portons le poids pour que tu n'aies pas à le faire. » Les mots frappèrent Garrick comme un coup physique. Il pensa à sa propre fille endormie dans leur petit appartement au-dessus du restaurant, heureusement inconsciente que son monde était sur le point de s'effondrer. Demain, il devrait expliquer pourquoi ils perdaient leur maison, pourquoi son père n'avait pas réussi à tenir les promesses qu'il avait faites à sa mère. « 8 ans, dit Garrick doucement. Ma fille, Emma, elle croit toujours que son vieux peut tout réparer. » Maria tendit la main par-dessus le comptoir et toucha brièvement sa main burinée. Peut-être qu'il peut. Vers 3 heures du matin, la plupart des femmes s'étaient assoupies dans les banquettes, enveloppées dans des nappes et des torchons que Garrick avait fournis comme couverture de fortune. Le restaurant avait pris la qualité paisible d'un sanctuaire rempli des sons doux d'étrangers endormis qui étaient devenus une famille temporaire. Garrick se déplaçait silencieusement parmi eux, vérifiant le système de chauffage, s'assurant que le café restait chaud, jouant le rôle de protecteur qui lui semblait aussi naturel que respirer. Dehors, la tempête commença à perdre sa fureur, le vent hurlant s'adoucissant progressivement en un murmure. L'aube vint lentement, rampant à travers les fenêtres qui avaient été peintes en blanc par la neige. Alors que la première lumière pâle touchait le restaurant, Garrick regarda dehors pour voir un monde transformé. La mort blanche était passée, laissant derrière elle un paysage qui ressemblait à quelque chose d'une autre planète. Des dunes de neige douce et ondulante qui ensevelissaient des repères familiers sous 20 pieds de blanc immaculé. L'autoroute 9 était invisible. Les pompes à essence de simples suggestions sous les congères.
Le monde était devenu un vide blanc, beau et terrible dans sa complétude. Mais tandis que Garrick regardait, quelque chose attira son œil au loin. Un éclat de métal reflétant le soleil du petit matin. Le son le rejoignit en premier. Le grondement profond de moteurs puissants, des douzaines d'entre eux coupant le silence de la montagne comme le tonnerre. Puis il les vit, des formes noires émergeant du vide blanc, se déplaçant en formation parfaite le long de ce qui était autrefois l'autoroute. Des VUS, des véhicules massifs, coûteux, avec le genre de garde au sol et de système à 4 roues motrices qui pouvaient gérer un terrain qui arrêterait net les voitures ordinaires. 1 devint 5, 5 devint 10, 10 deviendrait d'un flux sans fin de chrome et d'acier étincelant avançant sur le côté positif comme une charge de cavalerie mécanisée. Garrick les compta alors qu'ils approchaient, son incrédulité grandissant avec chaque véhicule supplémentaire. 20, 50, 75, 100 VUS noirs, chacun valant plus que ce qu'il avait gagné au cours des 3 dernières années, formant un convoi qui s'étirait dans le vide blanc comme quelque chose d'un film sur des leaders mondiaux ou des opérations militaires. Les femmes dans le restaurant commencèrent à s'agiter, attirées par le son des véhicules qui approchaient. Kay fut la première à atteindre les fenêtres, et quand elle vit le convoi, son visage s'illumina d'un sourire qui contenait de la satisfaction et quelque chose qui ressemblait remarquablement à de la fierté. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Garrick, sa voix à peine un murmure. Kay se tourna vers lui, ses yeux brillants d'anticipation. « Ceci, Garrick, est ce qui arrive quand vous sauvez la vie de personnes dont les pères déplacent des montagnes pour les gens qu'ils aiment. » Le VUS de tête s'arrêta directement devant le restaurant, suivi par les autres dans un arrangement chorégraphié qui parlait de planification sérieuse et de ressources illimitées. Les portes commencèrent à s'ouvrir et des hommes et des femmes émergèrent. Non pas des voyageurs ordinaires, mais des personnes qui se portaient avec la confiance qui vient de la direction de conseil d'administration et de l'élaboration de politiques au plus haut niveau. Le premier homme à approcher du restaurant était grand et distingué, portant un manteau parfaitement ajusté qui coûtait probablement plus que les dépenses mensuelles de Garrick. Derrière lui venaient d'autres, des femmes en tenue d'affaires qui réussissaient à paraître élégantes même après un blizzard. Des hommes dont la tenue suggérait des antécédents militaires et un pouvoir corporatif. Des visages que Garrick reconnaissait vaguement des bulletins d'information et des couvertures de magazines. Ils se déplaçaient avec un but. Ces titans de l'industrie et de l'influence, leurs expressions sérieuses mais non menaçantes. À leur tête, l'homme distingué atteignit la porte du restaurant et frappa. 3 coups respectueux qui réussirent d'une manière ou d'une autre à transmettre à la fois autorité et humilité. Garrick ouvrit la porte pour se retrouver face à face avec plus de richesse et de pouvoir concentré qu'il n'avait jamais imaginé exister en un seul endroit. L'homme sourit, tendant la main. « Monsieur Vance, je suis Jonathan Whitmore, le père de Cale. Je crois que vous avez pris un excellent soin de ma fille et de ses collègues. » Derrière Whitmore, d'autres parents s'avancèrent, des PDG, des sénateurs, des juges fédéraux, des innovateurs technologiques dont les noms apparaissaient sur des bâtiments et des dotations universitaires. En entrant dans le restaurant, ils se déplaçaient avec le respect attentif des personnes qui comprenaient qu'ils étaient en présence de quelque chose de rare et de précieux. Le père de Sloan, un homme que Garrick reconnaissait comme le chef d'une grande entreprise pharmaceutique, lui serra la main chaleureusement. « Dr. Marcus Chen, dit-il simplement, merci d'avoir donné un abri à ma fille. » Un par un, ils se présentèrent, des noms qui apparaissaient dans les magazines Forbes et les auditions du Congrès. Des personnes dont les décisions façonnaient les marchés et les politiques. Mais à ce moment, dans son petit restaurant, ils n'étaient pas des titans de l'industrie. Ils étaient simplement des parents, infiniment reconnaissants que leurs enfants aient trouvé la sécurité dans la tempête. Jonathan Whitmore fouilla dans son manteau et en retira une épaisse enveloppe, la plaçant soigneusement sur le comptoir où les 47 $ de Garrick avaient reposé la nuit précédente.
Ce n'est pas de la charité, Monsieur Vance, c'est un investissement. Garrick fixa l'enveloppe, peur de la toucher. Je ne comprends pas. Kay a réussi à envoyer un message hier soir avant que la tempête ne coupe complètement les communications. Elle nous a parlé de cet endroit, de ce que vous avez fait, de... Whitmore s'interrompit, jetant un coup d'œil à l'avis de saisie qui se trouvait toujours sous la caisse enregistreuse. De votre situation. Dr. Chun s'avança. Nous cherchions un emplacement pour établir une station de recherche régionale, quelque part où nos équipes pourraient être utilisées comme base pour des études climatiques et environnementales. Le côté positif à l'emplacement parfait, la bonne infrastructure, et maintenant nous savons qu'il a quelque chose d'encore plus précieux. Qu'est-ce que c'est? Demanda Garrick. Le bon propriétaire, dit simplement Whitmore. Quelqu'un qui comprend que prendre soin des gens est le travail le plus important qui soit. Garrick ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur, il y avait plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu, assez pour rembourser la banque, rénover le restaurant, assurer l'avenir de sa fille pendant des décennies. Mais sous l'argent, il y avait quelque chose d'encore plus précieux, un accord de partenariat formel, des documents légalement contraignants qui transformerait le côté positif en quelque chose au-delà de ses rêves les plus fous. 68 000 $, expliqua Whitmore. Assez pour effacer vos dettes et commencer les rénovations. Mais plus que cela, nous proposons de faire de ce restaurant le siège social de notre initiative de recherche conjointe. Des paiements réguliers, des affaires garanties, un avenir qui s'étend bien au-delà de ce que chacun de nous peut imaginer. Garrick regarda autour du restaurant les 15 jeunes femmes qui étaient devenues ses filles temporaires, leurs parents qui avaient remué ciel et terre pour rembourser un simple acte de gentillesse, la vie qui renaissait sous ses yeux. Il y a une condition, ajouta Dr. Chun avec un sourire. Vous devez continuer à faire exactement ce que vous avez fait, prendre soin des voyageurs, fournir chaleur et espoir, être le phare que votre femme rêvait que cet endroit pourrait devenir. 6 mois plus tard, Garrick se tenait derrière le comptoir d'un côté positif transformé, regardant sa fille, Emma Culler, à sa banquette préférée tandis que des chercheurs de 3 universités travaillaient sur des ordinateurs portables alimentés par la nouvelle grille solaire. L'avis de saisie avait été remplacé par une photo encadrée de Margaret, souriant au restaurant animé qui était devenu exactement ce qu'elle avait imaginé. Les banquettes en vinyle rouge avaient été restaurées à leur splendeur d'origine. La cuisine agrandie et modernisée. Le système de chauffage remplacé par quelque chose qui pourrait résister à n'importe quelle tempête. Mais plus que les améliorations physiques, le restaurant bourdonnait de vie et de but. Un vrai phare pour les voyageurs. Un endroit où les étrangers devenaient une famille et la gentillesse créait des miracles. À travers les fenêtres, Garrick pouvait voir la station de recherche prendre forme, une installation moderne qui attirerait des scientifiques et des étudiants du monde entier pour étudier le changement climatique et la restauration environnementale. Le côté positif était devenu le cœur de quelque chose de plus grand. Quelque chose qui garantirait qu'Emma grandirait dans un monde où le travail de son père comptait et où leur maison ne ferait plus jamais face à la menace de l'obscurité. Alors que le quart de soirée commençait et que de nouveaux voyageurs trouvaient leur chemin vers la lumière accueillante du restaurant, Garrick sourit et tendit la main vers la cafetière. Dehors, la neige commença à tomber. Non pas la mort blanche et colérique de cette terrible nuit, mais de doux flocons qui captaient la lueur néon du restaurant comme des étoiles dansantes. La lumière du porche ne s'éteindrait plus jamais.